Un Zelda dans le désert, ça c'est ce que l'on pourrait penser au premier abord lorsque l'on voit le jeu, mais Sable c'est bien plus que ça. De nombreuses quêtes tout aussi passionnantes les unes que les autres, un dépaysement assuré, ouais, trop bien, et de nombreux mystères qui ne demandent qu'à être découverts. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure dans ce monde désertique. On apparaît dans une sorte de temple en ruine, avec un visage assez creepy qui nous regarde. Du coup je fais ce que ferait toute personne sensée, je fuis. Et j'arrive finalement dans une sorte de désert, avec un village en plein milieu. Je décide donc de me diriger vers là-bas, peut-être que j'aurai des réponses. Je me dirige alors vers une vieille dame qui se nomme Jadi, et il semblerait qu'elle me connaisse et que je la connaisse aussi. J'apprends alors que je fais partie du clan des Ibexi, c'est une sorte de clan nomade, et mon personnage s'appelle Sable. Elle va devoir faire une quête initiatique, globalement c'est un passage obligé pour toute personne sur cette planète, et elle permet de passer à l'âge adulte. Après lui avoir confié mes craintes, elle me conseille d'aller voir Driss qui est le chef du village, et il est elle qui... À vrai dire, je sais toujours pas qui c'est. Moi, ce que je retiens, c'est que Driss aurait une surprise pour moi. Avant d'aller les voir, Jadi me passe une boussole. Soi-disant, c'est un authentique artefact qui globalement permet de me repérer. Je vais donc voir Hilal, qui me donne une pierre céleste. C'est une sorte de pierre assez mystérieuse et cryptique. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va nous servir pour plus tard. Je me dirige ensuite vers Driss et j'attends qu'il me remette mon aérocycle. Un aérocycle, c'est une sorte de motoneige futuriste pour le désert et il semblerait qu'il est un peu oublié. Du coup il me fait tester un aérocycle tout cassé. Ouh, grosse ambiance. Bon, à vrai dire, à ce moment-là, je savais pas trop le piloter. Là, je revois ces images, je suis choqué. Après tout ça, je me dirige vers un temple. Il m'a été conseillé par Hilal et il paraît qu'il a un lien avec la pierre céleste. Une fois à l'intérieur du temple, je sors la pierre et là, elle semble comme attirée par la stèle. Ok, alors je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais bon, au moins on a un pouvoir et il nous permet de planer. Après cette péripétie, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de retourner voir Hilal pour essayer de comprendre ce qui vient de m'arriver. Et là il m'apprend qu'en fait c'est normal, que lui aussi il avait eu ce pouvoir. Ok, donc moi qui pensais que j'étais l'élu de la prophétie, tout ça, en fait non. Bon, après cette déception en quelque sorte, je vais voir Ciseaux. C'est une machiniste qui s'occupe de toutes les machines dans le clan. Et elle s'occupe aussi des aérocycles, ça tombe bien parce que du coup on en a pas. Elle me demande donc d'aller chercher les matériaux nécessaires. Il paraît que c'est une chance de pouvoir créer son propre aérocycle. Du coup je m'exécute. La première pièce est dans une sorte de barrage. Pour l'obtenir, il faut que j'actionne un levier qui ouvre une sorte de toit. Et j'accède ensuite à ce qui ressemble à une épave de vaisseau. Je trouve un panneau de commande atomique en plein milieu d'un couloir. Posez pas de questions. Pour trouver la deuxième pièce, j'arrive encore une fois dans une sorte de vaisseau écrasé. Mais lorsque je l'explore, je ne trouve rien, à part une discussion assez étrange. Arrête de t'amuser avec ces boutons, bougre d'imbécile. Pardon Ramin. Concentre-toi, tu sais à quel point ça a été difficile d'arriver jusqu'ici. On touche au but. Bon, voyons si ce vieux machiniste a dit vrai. Il a plutôt intérêt. Bon, quand j'appuierai sur ce truc orange, tu devras tirer fort sur ce levier. Compris ? Par le masque de Rohanna. J'ai dit fort, mais pas au point de l'arracher. Ça a marché, on vole. Allez, on se reprend, cet engin va trop vite. On doit le faire ralentir un peu. On fait ça comment, Ramin? Laisse-moi consulter les notes du machiniste. Ramin? Ce levier, Thomas, celui que tu viens d'arracher. On va trop vite, on va s'écraser. On doit essayer de... Quelque chose me dit que ça s'est pas très bien fini pour eux, mais quant à nous on n'a toujours pas notre pièce, et en sortant du vaisseau on tombe sur une fillette qui nous dit que si on veut avoir le calibrateur, il va falloir qu'on aille lui chercher des scarabées. Bon on sait ce qu'on doit faire du coup. Une fois les 3 scarabées obtenus, on peut revenir la voir. Et là, elle nous explique qu'elle a fait ça parce qu'elle voulait pas nous voir partir. Yara, une ancienne habitante du clan et accessoirement une amie de Sable, est partie faire sa quête et elle est jamais revenue. Du coup, elle a peur que ça soit le même cas pour nous. Je la rassure en lui disant que je reviendrai un jour. Quant à nous, il ne manque plus qu'une pièce et il suffit tout simplement d'escalader une petite montagne pour l'obtenir. On retourne alors voir Ciseaux et notre aérocycle est enfin prêt. Ah oui, entre temps, je suis allé racketter Jadi. 200 balles, pouah.
Bon, j'ai pas pris cet argent pour rien, je suis allé m'acheter une carte de la zone. Bref, je retourne voir Jadis pour lui dire que c'est l'heure, et elle me dit qu'il va falloir que je me rende au temple du début pour avoir mon premier masque. Elle m'offre aussi une tenue que je m'empresse de mettre, regardez-moi cette cape. Je m'approche donc à nouveau de cette tête et elle s'ouvre, ce qui laisse apparaître un endroit assez étrange. Après quelques énigmes pas bien compliquées en vrai, elle me donne mon premier masque. Après tout ça, je décide d'en faire part au village, mais il est vide, tout le monde est parti. Mais Jadis nous a laissé un message, nous disant que nous devons commencer notre quête dans la solitude. Elle nous conseille d'aller voir Utari pour débuter notre aventure. C'est le début d'un voyage qui s'annonce inoubliable. En me dirigeant vers Utari, je tombe sur une hutte de pêcheur. Il me donne alors une canne à pêche et me demande de pêcher 3 poissons en échange d'un insigne de pêcheur. Au bout de 3 insignes, on peut obtenir un masque. Bon, honnêtement, j'ai plus de 25 heures sur le jeu, j'ai réussi à récupérer qu'un seul poisson sur les 3. Alors c'est vrai qu'au départ, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais pêcher alors qu'il n'y avait pas d'eau, mais en fait les poissons sont cachés sous le sable. Et j'arrive enfin au poste du chêne brûlé et en fait je vais pas voir Utari, je vais voir Altine. C'est un fouille épave qui globalement reprend tout le métal que je vais trouver durant mon aventure. Globalement 90% de l'argent que je vais obtenir dans l'aventure, ça va être grâce à lui. En lui rapportant du métal, il va aussi me donner des insignes de fouille épave. L'avantage de ce jeu c'est que on peut aller partout et ça va pas vraiment affecter l'histoire. On fait les choses comme on le sent. Et du coup j'ai préféré aller visiter une autre zone plutôt que d'aller voir Utari. Bon en vrai j'ai pas fait exprès, je l'ai oublié mais chut, on dira rien. Et du coup j'ai décidé d'aller voir un cartographe parce que pour débuter l'aventure c'est quand même beaucoup plus simple de savoir où on se situe et puis on peut voir ce qu'il y a aux alentours. 100 balles la carte, s'il y en a qui sont pas gênés ici. En regardant du haut de la tour, il y a quelque chose qui m'attire l'œil. On dirait qu'il y a des sortes de lumières qui clignotent. Une fois devant, je vois que c'est une épave et je cherche un endroit où rentrer. Et en passant par dessous, je vois qu'il y a justement une entrée. Une fois à l'intérieur, il y a des énigmes pour atteindre la salle de commande. Bon, honnêtement, ça n'a aucun intérêt de me voir galérer. Je me retrouve alors devant une porte et je tombe nez à nez avec un hologramme humanoïde nommé Sarin qui m'explique qu'elle a perdu en partie sa mémoire, en tout cas ce qu'on peut qualifier de mémoire. Elle nous demande donc de la retrouver et sur cette première épave on a le premier enregistrement qui du coup fait partie de ses souvenirs. Capteur à longue distance, Captain. Nous détectons plusieurs anomalies dans la haute atmosphère. Il pourrait s'agir d'une tempête de plasma, mais la signature énergétique des radiations ne correspond pas. Poursuivez l'approche en maintenant la même vitesse. Quoi atteindrons-nous notre destination? 46 heures terrestres, plus ou moins. Bien, continuez de surveiller cette signature énergétique. Et amenez-moi aussi Sarin. Nous allons avoir besoin de ses facultés de reconnaissance des formes. Captain, il faut purger les réacteurs au plus vite. Dans le cas contraire... Je sais bien, j'ai pleinement conscience du risque, Alice. Mais hors de question de le faire au milieu de l'espace. Suivons le protocole et... Ok, c'est vraiment étrange ce qui vient de se passer. Je pense qu'on va aller chercher les autres épaves. Mais avant, on a quand même tout un monde à découvrir. Et notamment Ekria, qui est l'endroit le plus peuplé de la map. Je décide de parler à une bonne partie des habitants pour connaître un peu mieux l'endroit et j'apprends que la ville est en proie à une énorme coupure d'électricité, ce qui rend tout le monde paniqué. Enfin là ça se voit pas mais en vrai ils sont paniqués. Et je rencontre un certain Mas qui demande mon aide. Son fils a été enfermé parce qu'il a été surpris en train de voler de l'eau. D'après Mas, si on fait pas ce genre de choses, on ne survit pas dans cette ville. En plus de ça, les gardes ont pensé qu'il voulait empoisonner l'eau. Et puis bon, comme le monde est fait en grande majorité de désert, l'eau est une ressource très recherchée et qui s'épuise très vite. Il me demande donc d'aller le libérer, mais bon, en tant que simple voyageur, j'avoue que je vais pas faire grand chose. Du coup, il a une autre idée. En fait, Maz avant, c'était l'ombre d'Ekria. En gros, c'était une sorte de héros du peuple qui faisait peur aux autorités. Globalement, c'était le dernier recours des pauvres pour exister dans cette société et faire valoir leur existence en quelque sorte. Et du coup, il me demande d'aller chercher le masque qu'il a caché quelque part dans la ville. Je trouve le masque dans une sorte de petite grotte et je retourne voir Maz, qui me dit que ça serait bien d'attendre la tombée de la nuit. Comme ça, ça fera plus peur. Une fois le soleil couché, j'enfile le masque et... Je crois qu'ils se rappelleront longtemps de cette soirée. Bon, à la base, on avait quand même une mission. On libère l'enfant et là on apprend qu'en fait c'était pas son fils.
Vous inquiétez pas, y a pas de truc chelou ou quoi. Juste il a été recueilli. En fait Maz il a décidé d'arrêter d'être l'oncle des Cria parce qu'il a recueilli plusieurs enfants. Et donc il avait peur de ce qu'allaient devenir ses enfants s'il lui arrivait quelque chose. Une bien belle histoire. En entrant dans la ville, un garde semble essayer d'apaiser la situation. Et un autre vient me voir. Il me demande de l'aide pour réparer le courant, mais aussi pour l'enquête. Parce qu'à l'instar de tous les habitants ici, je suis le seul qui peut avoir une forme d'objectivité. Puisque j'habite pas là. D'après lui, la coupure de courant ne serait pas un accident, puisqu'en réalité, quelqu'un a volé le noyau du cœur atomique. C'est ce qui permet d'avoir l'électricité. Ma première mission, ça va être d'aller voir le machiniste pour réparer un noyau de secours et donc faire revenir le courant. Une fois arrivé chez le machiniste, je remarque que il a été cambriolé en fait. Et en l'interrogeant, je découvre que ça s'est passé pendant qu'il dormait. Et qui dormait même dans son atelier. Ce que je trouve assez étrange ici, c'est qu'il n'ait pas été réveillé. Tout semble sans dessus dessous et pourtant ça l'a pas fait bouger. Bref, je lui donne le noyau. Il insiste sur le fait que pour les machinistes, l'électricité est vitale. Et que pour lui, la seule personne qui aurait pu faire ça, c'est quelqu'un qui s'en fiche des gens. Et plus précisément, il accuse Iria, la marchande. Elle fait partie des gens qui dirigent cette ville. Et elle contrôle littéralement les marchés et les stocks de nourriture. Donc dans ce genre de situation, ça peut paraître logique en tant que crise. Les gens se ruent sur les ressources pour en acheter un maximum. Et donc c'est elle qui s'en met plein les poches. C'est vrai que ça se tient. Je me dirige donc vers Iria et un garde me bouche le passage. Du coup je lui demande s'il y a moyen que je passe. Et décidément il a pas l'air de vouloir me laisser passer. Mais je crois que j'ai découvert son point faible. En commençant à lui parler, j'ai découvert qu'il avait une petite obsession pour la grenade. Non, pas celle-là. Du coup, je me dirige vers le marché. Il y a justement quelqu'un qui vend des fruits. J'achète quelques grenades et je vais lui donner. On vient littéralement de faire de la corruption de fonctionnaires. Une fois arrivé à son bureau, on voit très bien que c'est quelqu'un d'important. Elle pourrait jouer au poker parce qu'elle a littéralement aucune émotion. Faut croire que la coupure de courant, elle s'en fout un peu. Bon, elle a beau être giga aigrie, j'ai quand même des questions à lui poser. Du coup, je lui demande pourquoi quelqu'un aurait voulu voler le noyau. Sa première réponse c'est que quelqu'un aurait quelque chose à gagner à mettre la ville à genoux. Et sa deuxième réponse est un peu plus intéressante. Puisque d'après elle, le noyau coûte giga cher, donc c'est un très bon moyen d'avoir beaucoup d'argent. Je lui demande ensuite où est-ce qu'elle était lorsque la coupure de courant est apparue, et elle affirme n'avoir pas bougé de son bureau, et que si je la crois pas, j'ai qu'à demander à ses gardes. Bon, honnêtement, c'est un peu une défense bancale, justement c'est ses gardes, et c'est elle qui les paye, donc elle peut très bien les payer pour mentir. Je lui pose une dernière question parce que madame a l'air de s'impatienter, et je lui demande selon elle qui pourrait être le responsable. Et d'après elle, ça serait Garé, un alpiniste, il paraît qu'il traîne dans des trucs un peu louches, et elle dit aussi que par pur hasard, si elle avait un mauvais coup à faire, elle passerait sûrement par lui. Bon, je sais pas si elle a quelque chose à voir avec la coupure de courant, mais ce qui est sûr c'est que dans cette ville elle est pas innocente. Elle a forcément fait des trucs pas très légaux. Entre temps le noyau a été réparé et on me demande d'aller le remettre à sa place. Et si je pouvais trouver quelques indices, ça serait sympa. Je prends mon aérocycle, je suis ce géant tuyau et j'arrive à un énorme bâtiment. Une fois à l'intérieur j'emprunte un tuyau qui m'amène au cœur du cœur atomique. Je tombe sur du verre sur le sol et vu comment il est tombé, à mon avis la vitre a été cassée de l'intérieur. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que du coup la personne avait la possibilité d'entrer directement dans le cœur. On tombe aussi sur des plumes d'oiseaux, ce qui est assez étrange étant donné que nos trois suspects n'ont pas de plumes. Et un bout de papier traîne par terre, c'est littéralement un billet à ordre, c'est-à-dire que le suspect avait sûrement des dettes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en voulant reposer le noyau, je remarque qu'il a été enlevé vraiment proprement, c'est-à-dire que c'est forcément quelqu'un qui s'y connaît. Donc je résume, on a des plumes, on a des preuves de dettes, et on sait que la personne qui a fait ça s'y connaissait. Ces trois indices n'ont juste rien à voir ensemble, et Sable nous le fait d'ailleurs remarquer, il y a de fortes chances qu'ils aient été mis là pour nous piéger. Mais bref, nous à la base on était là pour remettre le noyau et le courant revient en ville. Après toutes ces découvertes, on va revoir le garde pour lui faire part de tous nos indices et là il nous demande de choisir un coupable. Oula, c'est chaud là. Bon, on va déjà aller interroger l'alpiniste et si je devais le qualifier en quelques mots, il sent pas bon. Vraiment il pue. Faut vraiment quelqu'un lui dise que les douches ça existe. Je vais bien comprendre qu'on soit dans un désert mais là il y a des limites. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ne pas prendre de douche c'est pas un crime, même si peut-être que ça devrait. Bref, du coup je lui pose des questions et ce que j'apprends pourrait être très intéressant. Par exemple, je sais que récemment il y a eu une grosse vente et que ça a fait pas mal de bruit. Soi-disant ça serait un machiniste qui force un peu trop sur les champignons, sachant qu'on connaît qu'un seul machiniste dans cette ville. Bon, j'apprends aussi que pendant la coupure, Garé était en train de se battre. Bon, je crois que j'ai toutes les informations, mais là on va faire face à un problème. On a 3 suspects, et les 3 suspects se rejettent la faute. Bon, je résume. On a un machiniste qui est assez flou, une marchande bien aigrie qui aime l'argent, et un alpiniste un peu fou. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous pensez. Personnellement, après déduction, je pense que c'est le machiniste. Lorsqu'il s'est fait cambrioler, il était à son atelier, comme par hasard il a pas bougé, mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est le fait que le noyau ait été retiré vraiment proprement, comme si la personne savait à quel point ça allait être embêtant,
Et comme j'ai l'impression que le machiniste n'est pas si méchant en vrai, je pense qu'il avait juste besoin d'argent. Et étant donné qu'il avait la possibilité de récupérer le noyau et qu'il savait que ça allait lui rapporter gros, tout en sachant qu'il y en avait de secours et qu'il avait la possibilité de le réparer, il a tout simplement décidé de vendre le noyau pour régler ses dettes. Peut-être même auprès de la marchande, vu comment il n'avait pas l'air de trop l'apprécier. Alors c'est une petite théorie, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais ça me paraît le plus logique. Après cette investigation, je retourne voir le garde pour lui en faire part et il a pas perdu de temps, il est déjà en prison là. Moi qui pensais qu'il allait faire des vérifications ou quelque chose comme ça, là ça se trouve on a mis un innocent en prison. C'est moi où la justice elle est un peu mocale ici. Après toutes ces péripéties, je décide de me balader un peu et là je tombe sur une sorte de vaisseau slash épave. Ça ressemble plus à une sorte de base et il y a de fortes chances que ça soit relié à l'histoire des épaves. Et effectivement il y a une salle des commandes. Et ce que je remarque c'est qu'il y a une tenue enfermée dans une pièce. Honnêtement si je pouvais la voir ça serait super. Et à l'opposé il y a une autre salle avec un aérocycle qui a l'air vraiment stylé aussi. Et au centre je pense que c'est quelque chose qui est lié aux différentes épaves. Genre je pense qu'une fois qu'on aura trouvé toutes les épaves, ça va débloquer quelque chose. D'ailleurs il y a Sarin, du coup j'essaie de lui parler et en fait elle me résume juste la situation. Bon après ça je décide d'aller chercher une autre carte et je trouve une sur une sorte d'île volante qui est d'ailleurs plutôt stylée en vrai. Et hop, moins 100 balles. Bon honnêtement je pense que c'est le truc le plus rentable à acheter en début d'aventure parce que ça nous permet quand même de voir tous les bâtiments aux alentours. Et d'ailleurs en regardant la carte je suis intrigué par cet énorme rond rouge. Je décide donc de m'y rendre et là je tombe sur ces individus étranges. Je suis ici depuis des années. Le plateau, c'est lui qui m'appelle. Il me faut absolument l'étudier. Ok, assez flippant. Je vais aller parler à un autre. Peut-être qu'il sera plus apte à parler. Bonjour novice, je me nomme Tota. Et toi? Sable. Que puis-je pour toi, Sable? J'ai jamais rencontré de récolteur de cristaux avant. J'imagine que nous devons avoir l'air très étrange à tes yeux. Oui, c'est pas faux. Et est-ce que vous me trouvez étrange? Pas du tout, sans doute en partie car j'ai déjà vu d'autres gens comme toi. Mais d'abord et surtout car nous savons que c'est nous qui sommes différents. Nous sommes tous les deux différents. Je ne suis pas sûr que ce soit à nous de le décider. Je me demandais, quel est ce lieu? Nous l'avons construit afin qu'il attire la foudre pour éviter qu'elle ne frappe le reste d'Akoa. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est qu'une telle concentration d'éclairs formerait les cristaux de foudre, chargés d'électricité. C'est incroyable. Ce faisant, nous avons transformé un péril en don du ciel, et notre culture en est née. Songe à la succession de coïncidences qui a permis aux récolteurs de cristaux de voir le jour. En arrivant ici, j'ai cru voir des grands robots. Ils sont la raison pour laquelle j'ai des épaules et des genoux en triste état. Autrefois, ils récoltaient nos cristaux, mais aujourd'hui, nous devons le faire nous-mêmes. Et ce n'est pas un travail facile. Mais que s'est-il passé? Un jour après une tempête n'ayant rien d'exceptionnel, ils se sont brusquement arrêtés, tous en même temps. Certains sont tombés par terre, d'autres se sont juste immobilisés, et ils n'ont plus jamais bougé. Ça a dû être un terrible présage? Non, pas du tout. Il existe forcément une explication rationnelle, comme pour la création des cristaux. C'est juste que nous ne la connaissons pas encore, mais savoir qu'elle existe est rassurant en soi. Ok, donc celui-là était beaucoup plus bavard. Je décide donc d'aller en haut de cette tour en quelque sorte, et effectivement il y a un énorme nuage et aussi d'énormes cristaux, et surtout on voit plein de robots immobilisés comme nous l'avait dit notre cher ami. Bon, à part pour une quête qui est pas forcément très intéressante, cette zone elle sert pas forcément à grand chose, juste je la trouve trop stylée. Après cette petite visite, je décide de me diriger vers une épave, mais avant je chope une autre carte, je trouve l'entrée de l'épave et j'arrive dans la salle de contrôle. Sarin me remet alors un nouvel enregistrement. Captain C. Oui Sarin, j'ai détecté un schéma potentiel au niveau de ces anomalies planétaires. Elles ont quelque chose d'étrange. Le résultat devrait être un système chaotique, mais un schéma semble se répéter de manière récurrente. Qu'est-ce que cela signifie? Tout porte à croire qu'il n'est pas d'origine naturelle, capitaine. Nous n'avons pas encore réussi à déterminer la source de... Encore un gros mystère. Qu'est-ce que c'est vraiment que cette anomalie qui est sûrement produite par l'homme? Peut-être les locaux qui habitaient cette planète? C'est peut-être même un moyen de défense en quelque sorte? Ouais, c'est très bizarre. Bref, quant à nous, on a du pain sur la planche. Je décide enfin d'aller voir Utari. Le pauvre, il attend depuis je sais pas combien de temps. Je rappelle que c'est le mec qu'on est censé aller voir au tout début. Mais bon, il me donne une mission. Et cette mission, c'est d'aller débloquer la turbine de la tour des vents. Du coup, je m'y dirige directement. Je monte la tour non sans difficulté. Et en fait, c'était juste un caillou qui l'a bloqué. Je crois qu'il n'y a plus de problème. Je retourne voir Utari et il me donne un insigne de machiniste. En allant chercher une autre zone, je découvre un camp et sur ce camp il y a un garde qui m'explique qu'elle va démarrer sa deuxième quête initiatique. Alors je lui explique que je comprends pas trop, normalement on en a qu'une seule dans une vie. Et elle me dit qu'elle a décidé de quitter Ekria pour changer de vie et parcourir le monde. Donc techniquement c'est pas vraiment une quête initiatique, mais c'est elle qui l'appelle comme ça. Elle me dit aussi qu'elle va se diriger vers le pont de la trahison et que ça serait cool qu'on se croise là-bas. Donc on ira la voir plus tard. Après cette discussion fort sympathique, je tombe sur un cartographe. Et d'ailleurs la zone est trop stylée. Genre il y a des os de créatures qui font office de pont. C'est un peu creepy maintenant que j'y pense. Bon, on y retournera plus tard parce que j'ai cru voir une épave. J'arrive donc devant et...
Salut, lève la tête. Impressionnant, pas vrai? T'es jalouse? Jalouse de quoi? De moi, bien sûr. Du fait que je suis assez leste pour monter jusqu'ici. Je te parie que du menu frétin comme toi n'est pas capable de monter jusqu'ici. Défi accepté. Du menu frétin, mais qui dit ça, sérieux? Il a 90 ans, le boug. Bon, autant dire que je l'ai laminé, il a pas compris ce qui lui arrivait. Pas mal pour du menu frétin, non? Bien joué, impressionnant, vraiment, et je sais reconnaître quand je me trompe. Tiens, tu l'as bien mérité, novice. Le fait que tu aies relevé mon défi sans te démonter prouve que tu es une véritable alpiniste. C'est une ascension extrêmement difficile et tu peux être fier de l'avoir menée à bien. Je retire ce que j'ai dit, tu es clairement du gros frétin. Ok, je m'attendais pas vraiment à cette réponse. Bon bah du coup c'était pas tellement une épave. Par contre il y en a une pas loin. Du coup je trouve l'entrée, j'arrive dans la salle des commandes. Je vais voir Sarin qui me dit que mon niveau d'accréditation de sécurité a été augmenté et qu'il faut que j'aille voir à la baleine parce qu'il semblerait que quelque chose a été débloqué du coup. Mais elle me transmet aussi un troisième enregistrement. Allons Sing, vous savez bien à quoi on a affaire. Si on purge les réacteurs ici, on n'aura plus rien pour les terraformeurs. Il faut se poser tout de suite. La ferme, Deacon. La vache. Écoutez, le taux de radiation augmente chaque jour. Je ne peux pas continuer à servir ces inepties à l'équipage. Et hors de question de se poser sur cette planète tant que nous n'en saurons pas plus sur ces anomalies atmosphériques. Il y a peut-être des signes de vie à la surface, mais rien ne dit qu'il s'agit de créatures accueillantes. Reste qu'il nous faut nous débarrasser de ce truc, Deacon. Cela passe même avant la mission. Sauf que cette fichue planète est la seule raison de notre présence ici. Si on n'arrive pas à mettre les terraformeurs en état de marche, on sera venu pour rien. Sûr que ça plairait en haut lieu, pas vrai? Si on rentre sans avoir accompli l'objectif, vous pouvez oublier votre promotion. Ils vous enverront sûrement sur un caillou perdu au fin fond de l'espace pour vous charger d'une station relais, capitaine. Ok, une fois à portée, Sarah aura 2 jours pour découvrir ce qui cause les perturbations. Je n'ai pas l'intention de les traverser tant que nous n'en saurons pas plus. Mais peut-être n'aurons-nous pas le choix. Bravo Sing, je savais bien que vous finirez par faire le bon choix. Allez, venez, asseyez-vous donc et prenez un verre avec moi. Fichez le camp de mes quartiers, Deacon. Sarin, révoque l'autorisation d'accès de l'officier financier Deacon. Et garde-le à l'œil, s'il te plaît. Oui, capitaine. Ok, moi qui pensais qu'ils étaient sympas au début. En fait, j'ai l'impression que c'est des colons qui essaient de s'emparer de la planète. Ils parlent quand même de terraformeurs, comme s'ils voulaient détruire ce qui existe déjà sur cette planète pour que eux ils puissent y vivre. Ouais, vu comme ça, c'est assez chaud. Bon, c'est pas tout, mais je crois qu'on a un truc à aller chercher à la baleine. Ok, je vois bien qu'il y a des symboles au milieu qui se sont allumés. Nous, on va aller parler à Sarin. Merci de m'avoir aidé à récupérer mes modules de données, Sable. Du coup, j'ai relevé ton accréditation de sécurité. Tu as désormais un accès de niveau 1. J'obtiens donc une nouvelle tenue que je m'empresse de mettre. Si là, on n'a pas la classe, je comprends pas. Après tout ça, je décide de retourner dans l'endroit où on utilise les os pour faire des ponts. Et là, on m'explique qu'on récupère la fiente d'oiseau pour la vendre. Ok, bon bah là faut que je me remette de mes émotions, hein. Je pense qu'on va aller chercher une autre épave. Comme d'habitude je trouve l'entrée, je vais dans la salle des commandes et je vais parler à Sarin. Défaillance des réacteurs 1 à 5, l'alimentation auxiliaire marche encore, mais les systèmes de navigation s'éteignent les uns après les autres. Nous allons nous écraser, capitaine, il faut faire quelque chose. Déroutez toute l'énergie restante vers les systèmes d'atterrissage, et dites aux autres vaisseaux d'en faire autant. Et continuez tout de même d'essayer de rallumer les réacteurs, on ne sait jamais. Monsieur, les réacteurs ne répondent plus depuis que nous sommes entrés dans l'atmosphère. J'ignore quel est le problème, mais il crée de nombreuses interférences. Correct, la signature énergétique a changé, capitaine. Elle est retombée, comme si elle répondait à notre présence. Pas maintenant, Sarin, calcule-moi une trajectoire pour nous poser au plus vite. C'est la priorité absolue. Nous réfléchirons au reste une fois que nous serons au sol. Système de navigation en ligne, capitaine. Souhaitez-vous que je... Non, je vais le faire moi-même. Quelque chose me dit que ça s'est pas très bien passé. En sortant de l'épave, je tombe sur une sorte de verre géant en pierre. Je décide de l'escalader pour voir s'il y a pas quelque chose. Une fois dans sa gueule, si on peut appeler ça une gueule, je tombe sur une sorte de base et il y a des notes. Me voilà, tu m'avais dit de me tourner vers Pierrosta si je venais à tout perdre. Et je me retrouve sans rien, ni personne, seul face à mes échecs. Je vais m'asseoir et réfléchir quelque temps. Peut-être l'illumination finira-t-elle par arriver, sinon j'imagine que je suis condamné. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais je dois te le dire, Anna. Pierrosta m'a parlé, d'une voix tonitruante qui m'a fait frissonner de tous mes membres. Elle m'a secoué jusqu'à la moelle en me disant que les apparences étaient trompeuses et que je devais regarder à l'intérieur de la statue. Je n'ai aucun moyen d'entrer, mais je finirai bien par en trouver un. Je dois obéir à la volonté de Pierrosta et je finirai par marcher dans son ombre majestueuse. Et j'ai rien compris en fait. J'ai rien compris. Juste, je pense pas qu'Anna ait réussi à avoir les notes du coup. En me baladant, je tombe sur ce géant dôme et du coup ça m'intrigue. Je m'y rends et là je trouve des trucs d'astronomie. Il y a une assez grosse énigme à faire en vrai. Je vais globalement tout vous passer, mais il faut faire des alignements avec la lune, le soleil, etc. Et en vrai personnellement je l'ai trouvée très intéressante.
intéressante. Et même globalement, en ce qui s'agit de toutes les énigmes du jeu, je les trouve vraiment bien faites, faut vraiment se creuser la tête. Et une fois qu'on a réussi, c'est juste super satisfaisant. Mais bref, je débloque la situation et là je tombe sur ça. C'est littéralement une représentation du système solaire, enfin pas vraiment le nôtre. Et globalement, on apprend que les habitants de cette planète ont une religion très tournée vers l'astronomie. C'est-à-dire que globalement, chaque planète représente une divinité en quelque sorte, ou au moins quelque chose qui est tourné vers la magie ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'assez étonnamment, j'ai l'impression que tout le système solaire est globalement connu, alors que pourtant au-delà des épaves, j'ai pas forcément l'impression qu'ils aient la technologie nécessaire pour pouvoir sortir de leur atmosphère. Ouais, c'est assez étrange. Après cette merveilleuse découverte, je découvre encore quelque chose, un vivarium, où globalement je peux mettre mes poissons, mais aussi les insectes que je trouve durant mon aventure, et techniquement ça ne sert à rien mais c'est cool. Après tout ça, je décide d'aller chercher la carte de la zone, et je tombe sur Bachir, un marchand, qui m'explique qu'il n'a plus de nouvelles de Mika, son ami. C'est un alpiniste fouille épave qui a un peu peur de rien, sauf qu'il se met souvent en danger, et il s'embrouille aussi souvent avec Bachir, qui lui dit de faire plus attention. Sauf que là le problème c'est qu'il semble que quelque chose lui soit arrivé et il serait dans un puits. Du coup je me dirige vers le puits et effectivement il a l'air d'être tombé et de s'être cassé la jambe. Il m'explique qu'il regrette d'avoir été méchant avec Bachir et qu'il va s'excuser une fois sorti de là. Du coup je le remonte. Et il me donne un insigne d'alpiniste. Après avoir rendu service, je tombe sur un truc très étrange. C'est un mélange entre un ver de terre et un axoloot. Et en fait, je ne vous en ai pas parlé depuis le début de la vidéo. Mais il y a des petites choses qui s'appellent les amis, qui sont cachées un peu partout. On peut récupérer sous forme d'œufs. Et en fait, c'est les enfants de la reine des amis. Et grâce à ça, je peux augmenter mon endurance. Alors, sachant que là, on est plus ou moins à la fin de l'aventure. C'est-à-dire que plus des 3/4 du jeu, je l'ai fait avec le moins d'endurance possible. Je me disais aussi qu'il y avait des endroits que je galérais à grimper. Du coup, j'en profite et je vais chercher la dernière carte. D'ailleurs, faut parler de cette zone, c'est un peu un cimetière à vaisseaux et tout est clair et blanc, il y a un réel contraste avec le reste de la map, mais je trouve ça plutôt stylé. Et logiquement, dans un cimetière à vaisseaux, il y a des épaves, et effectivement, il y en a une. D'ailleurs, c'est sûrement l'une des énigmes, voire l'énigme la plus difficile que j'ai vue dans une épave. Mais bref, on arrive dans la salle des commandes, on parle à Sarin. Communications à longue portée sont toujours perturbées. L'officier Ellis souhaite recommencer à porter toute son attention sur le fait de protéger les réacteurs contre l'interférence. Accordé, Sarin, je veux que tu te concentres sur les communications. Essaie de les remettre en marche sans te faire éjecter du système. Oui, capitaine. Tant qu'on y est, autant essayer de mettre les terraformeurs en état de marche, pas vrai? Deacon, si vous ne la fermez pas au sujet des terraformeurs, si vous aviez su la fermer, nous serions toujours en orbite, à négocier notre atterrissage avec cette planète maudite. L'air n'y est même pas respirable et... Raison de plus pour lancer la terraformation sans attendre. Où voulez-vous en venir, capitaine? Écoutez-moi, Deacon, ce n'est pas possible. L'atterrissage les a salement amochés et le bouclier protégeant leur corps radioactif est complètement mort. Si nous les utilisons, ils diffuseront des radiations mortelles qui resteront dans l'atmosphère pendant 100 années terrestres. Ce n'est pas une option pour nous, Deacon. Qui a dit que je voulais le faire pour nous? C'est moi, Deacon, c'est un peu le méchant de l'histoire. Je trouve que c'est juste un mec débile. Parce que là, littéralement, d'après ce que j'ai compris, ils vont détruire la faune et la flore de la planète. Juste parce qu'ils ont pas d'autre chose à faire. Bon, heureusement que Singh, lui, est un minimum intelligent. Mais ouais, décidément, il y a de plus en plus de mystères. Avant d'aller chercher la dernière épave, je passe à une sorte de camp. Et là, je rencontre un mec qui s'appelle The Bee. Mais laisse-moi dormir, Zampi. C'était trop facile, je ne pouvais pas ne pas la faire. Bref, il me dit que son ami Dylan a monté toute la montagne pour aller chercher des œufs d'oiseaux. Et The Bee, il est pas trop content parce qu'il a pas pu le suivre. À vrai dire, il a le vertige. Du coup, il nous demande d'aller le chercher. J'escalade tout ça et je rencontre Dylan, qui me dit qu'il ne descendra pas tant qu'il n'a pas eu ses œufs. Du coup, je vais les prendre. Décidément, ces mots, c'est vraiment des chômeurs ici. Il y en a un qui me demande d'aller chercher son pote, et l'autre qui me demande d'aller chercher quelque chose qu'il était à la base venu chercher. Bon, après cette petite grimpette, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée d'aller chercher la dernière épave. J'entre dans la salle des commandes, je vais voir Sarin, qui me dit que mon accréditation est passée au niveau max. Bon, honnêtement, on sait ce que ça veut dire, on ira à la baleine après. Mais avant ça, on va écouter le dernier enregistrement. Fonctionnement depuis 15 années locales, soit une vingtaine d'années terrestres. Les niveaux de radiation seront bientôt critiques et ils ne cessent d'augmenter. Si l'on rajoute l'absence d'air respirable, même les descendants de nos enfants auront besoin de combinaisons, ne serait-ce que pour se rendre d'un vaisseau à un autre. Deacon a fini par mourir la semaine dernière de vieillesse. Ça devait bien finir par arriver. Il faut reconnaître que jusqu'au bout, il est resté persuadé que nous serions secourus. C'est stupide bien sûr. Même si les vaisseaux de secours étaient en orbite autour de la planète, il n'aurait aucun moyen de nous rejoindre. Ce truc dans l'atmosphère, qui peut savoir ce que c'est? Ça, je vais couper tes fonctions principales afin de préserver l'énergie qu'il nous reste. Tu seras rallumé de temps en temps pour envoyer des messages, mais c'est là une tâche pour les générations futures. De cette façon, tu devrais avoir assez d'énergie pour tenir plusieurs centaines d'années locales, voire plus si nos descendants arrivent à comprendre comment tu fonctionnes. Je suis désolé que les choses se finissent ainsi. J'espérais mieux pour nous que de nous retrouver piégés sur une planète qui cherche activement à nous tuer, tout en refusant de nous laisser repartir.
Peut-être parviendras-tu à comprendre un jour, mais si quelqu'un te demande, dans un lointain avenir, dis bien que j'ai fait de mon mieux. Et maintenant, je dois aller m'occuper des miens. Pour ce que cela vaut, monsieur, j'aime beaucoup les masques. Merci Sarin, merci d'avoir été là. Adieu. Wow, je crois que j'ai compris un peu ce qui se passait. En fait, d'après ce que j'ai compris, ils seraient venus pour coloniser la planète, mais l'atmosphère était pas fait pour eux. Mais avec les problèmes techniques, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se poser sur celle-ci. Du coup, globalement, on serait les descendants d'extraterrestres, et on aurait réussi à s'adapter à cette atmosphère avec le temps, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi tout le monde porte un masque. Et globalement, la religion avec toutes les divinités, etc., ça pourrait descendre de légendes qui auraient été racontées de génération en génération pour parler des aventures de cette race alien. Et ça pourrait donc aussi expliquer pourquoi ils ont une aussi grosse connaissance du système solaire. Et donc nous, on agit actuellement plusieurs siècles après. Et globalement, on vient de rallumer Sarin. Ce qui fait que normalement, elle va pouvoir revivre pendant pas mal de temps en vrai. Et ça, c'est cool. En tout cas, vraiment, cette quête, je trouve que c'est la meilleure du jeu. J'ai vraiment apprécié la suivre. Et j'étais vraiment dans le truc. Mais bref, nous on va à la baleine. On va voir Sarin. Tu as récupéré des données provenant des 6 vaisseaux de la planète. Merci Sable. Je commence à comprendre. Et la pièce avec l'aérocycle s'ouvre. Regardez-moi ces stades de zinzin. Sentant la fin de l'aventure arriver, je vais construire mes masques, notamment celui d'alpiniste, de fouille épave et de machiniste. Mais avant de rentrer chez moi et de faire mon choix, je tombe sur une sorte de pont et j'avoue ça m'intrigue. Et sur ce pont, je retrouve la garde qui fait sa deuxième quête initiatique, mais surtout une sorte de tête qu'on avait notamment vue dans le dôme et aussi au tout début du jeu. Il y a forcément une énigme. Quand les épées s'entrecroisent, il faut se tenir face à face. C'est très cryptique et honnêtement, je pense que j'aurais pas trouvé tout seul. En fait, sur ce pont, il y a deux statues qui se battent à l'épée justement. Et globalement, le visage s'ouvre quand les ombres des deux épées s'entrechoquent. Et nous, on doit attendre sur la sorte de stèle en regardant la tête. Autant dire que j'ai bien attendu 20 minutes. Je sais pas si le jeu en valait la chandelle parce que j'ai juste eu un pantalon. Mais bon, au moins, l'idée était cool. Et il est temps d'aller voir les Ibexi. Tout le monde semble revenu au camp. Je leur raconte mon aventure. Et je vais voir Jadi qui m'explique qu'il faut que j'aille au temple du début pour finir ma quête initiatique et choisir un masque. Et je pense que le masque qui me représente le plus, c'est le masque de fouille épave. Parce que je le redis, mais vraiment la quête que j'ai le plus appréciée, c'est d'aller chercher les épaves, découvrir son histoire. Donc pour moi la décision elle est toute faite. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous auriez choisi. Sable, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment cool. Honnêtement, en jouant à un jeu, je crois que j'ai rarement senti une aussi grosse liberté, dans le sens où on voit une montagne, on peut directement aller la grimper. Et puis c'est vraiment cool de se balader dans le désert entre les dunes. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire que ça peut être assez ennuyant, mais avec une petite musique de fond, vraiment c'est chill. Et le jeu propose un voyage rapide, et honnêtement, je l'ai que très peu utilisé. En tout cas, j'adore vraiment faire ce style de vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde.